Alors, donc du coup, bah, merci d'avoir accepté d'accepter cette interview, pour parler du trouble dysphorique prémenstruel. Parce que du coup, moi, je te considère comme une experte sur le sujet avec ton super compte Instagram qui permet, une sensibilisation à grande échelle sur le thème. Donc tu t'appelles Priscilla, c'est ça? C'est ça. Et est-ce que je peux savoir d'autres choses sur toi, comme par exemple ton âge, où tu habites, ce que tu fais de tes journées? Ok, du coup, je m'appelle Priscilla, j'ai 32 ans. Je travaille dans le domaine du marketing. J'ai une agence événementielle et je suis autrice aussi depuis peu. Et je suis sur pas mal de projets. J'ai aussi fondé le site internet Mon cycle et moi. Du coup, c'est un site pour le bien-être féminin où on propose des produits pour améliorer la vie des personnes menstruées et le bien-être féminin. Et j'ai la page Instagram TDPM et moi qui me prend aussi beaucoup de temps. Et voilà. Plein d'autres projets associatifs aussi. Peut-être que j'en parlerai plus tard aussi dans la vidéo, mais voilà. Ok, mais waouh, comment tu arrives à faire tout ça à la fois? Parce que ton compte, il est très actif, tu reçois beaucoup de messages des personnes qui te suivent, puis du coup, tu les republies, tu commentes, enfin, Oui, impressionnant. je me demande aussi, oui, ça me prend énormément de temps, mais après, j'avoue que je suis un peu une slasheuse. Donc, j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Et puis, j'avance comme ça. Je me lance sur plein de projets. Mais voilà, je ne verrai pas ma vie autrement. Je ne pourrais pas être focalisée sur une activité et faire que ça. C'est un peu dans ma personnalité. Donc, voilà, je jongle. Ok, bah chapeau. Bon, juste pour la suite de la vidéo, on va dire SPM pour syndrome prémenstruel et TDPM pour trouble dysphorique prémenstruel, sinon ça va être chiant. Mhm. Donc, du coup, toi, tu cherches à vulgariser, enfin à bien faire comprendre à la population ce qu'est le TDPM en l'occurrence. Et est-ce que je peux te demander comment tu as découvert toi-même le merveilleux monde du TDPM? Oui, alors comment je l'ai découvert? Je l'ai découvert assez tard. Mais en fait, j'ai toujours vécu avec sans savoir ce que c'était. J'ai toujours eu un rapport difficile avec mes règles depuis le lycée, je dirais, avec des grosses crises de spasmophilie à l'arrivée de mes règles, une humeur qui descend. Enfin voilà, j'étais toujours très mélancolique. Mais en fait, quand je vois dans mes souvenirs, vu que je ne savais pas qu'une femme ou une personne menstruée était cyclique, ben, je ne relevais pas. Mais voilà, j'ai toujours eu cette impression. Et en fait, avec le temps, les symptômes se sont aggravés. Je me souviens être partie voir mon médecin traitant et lui avoir dit, mais j'ai l'impression que mes règles me dépriment. Et il m'a dit, mais non, c'est tout le monde, c'est toutes les femmes, Mmh. etc. Du coup, ben, moi, je me suis dit, bon, ben, c'est le médecin, c'est lui qui a fait 10 ans d'études. Moi, je suis une pauvre étudiante. Donc, oui, ça doit être dans ma tête. Donc, j'ai continué malgré moi, très difficilement. En plus, il faut savoir que c'est super difficile d'allier ambition et ce trouble. Donc, à l'école, c'était difficile. À l'université, c'était difficile. Mon premier job, qui était quand même le job de ma vie, dans une grosse boîte multinationale, c'est là vraiment où j'ai commencé à sentir les symptômes. Parce que du coup, c'est pas comme l'université. L'université, bon, on peut louper des jours, on Mmh. fait un petit peu enfin, voilà, on s'adapte. Alors Mmh. que là, quand on rentre dans le monde du travail, non, il faut s'adapter. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à sentir de gros symptômes. Il y avait des moments où j'avais des migraines, je ne pouvais pas regarder mon ordinateur, très déprimée, dévalorisation de moi-même alors que j'étais l'employé modèle. Mmh. Mes supérieurs étaient super contents de moi, mais moi, j'avais l'impression que c'était pas assez. J'avais l'impression qu'on me jugeait. Bon, voilà. Et en fait, ça s'est aggravé. Et moi, je l'ai découvert parce que du coup, c'est quand j'ai commencé à faire des tentatives de suicide. Mmh. Voilà. Un jour avant mes règles, à chaque fois.
Du coup, bon, la première fois, je ne soulève pas. La deuxième fois, je me dis, c'est quand même un peu bizarre. Troisième fois, je parle au psychiatre de l'hôpital et je lui dis, mais vous ne pensez pas qu'il y a un lien avec mon cycle menstruel? Non, vous êtes juste déprimé à cause de un cadre supérieur, déprimé. Enfin voilà, on te met dans des cases. Et la quatrième fois, voilà. Et en plus, c'était la fois de trop, je dirais. Enfin, celle qui m'a le plus traumatisée parce que du coup, elle a été un peu plus violente que les autres. Et là, encore une fois, je me réveille la nuit à l'hôpital et je saigne, quoi. Ça pleurait et je me dis, c'est pas possible. Là, c'est vraiment un moment de désespoir parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive et c'est toujours la même chose et j'ai l'impression de stagner et là, je saigne. Et du coup, je pleure et je vais sur Google, mon nouveau médecin traitant. Ouais. Demande à Google, je tape mes symptômes et je ne sais pas comment, je ne sais plus dans quel ordre ça s'est arrivé, mais je tape mes symptômes sûrement, je trouve le mot, je vais sur Facebook, je trouve un groupe, j'écris un long message et puis des femmes me répondent et me disent non, tu n'es pas folle. Et là, c'est soulagement. Okay. Je viens de comprendre ce que j'ai. Après… Ça, c'est le moment où il y a un diagnostic, où on comprend ce qui se passe, même si, de toute évidence, toi, tu avais compris depuis un bout de temps, en fait, ce qui se passait. Mais l'invalidation des médecins, à chaque fois, te faisait douter de ce que tu avais remarqué, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Exactement. L'invalidation des médecins et puis l'invalidation des gens aussi, de la famille, et de soi-même, parce qu'on s'invalide soi-même au final, puisque on a l'impression qu'on fait semblant, on a l'impression qu'on cherche des excuses, on a l'impression qu'on joue aux malades imaginaires, beaucoup de culpabilité. Oui, effectivement. Du coup, sur la question du suicide, moi, je fais un diplôme universitaire en études et prise en charge des conduites suicidaires. Et en fait, dès les premiers cours, on en a parlé. Donc, ça évolue tout doucement. Mais ça a été mentionné, le fait qu'effectivement, c'était parmi les périodes à risque. Il y a, par exemple, les fêtes. Mais il y a aussi la fin du cycle menstruel pour les personnes que ça concerne. Et du coup, voilà, c'est une réalité, je n'ai pas besoin de te le dire, parce que du coup, tu le sais, mais ça fait plaisir de voir que c'est reconnu, en tout cas, dans les formations actuelles, quoi. Ah oui. Ça, je ne savais pas. C'est énorme pour nous. Donc, du coup, médecin généraliste d'abord, ensuite, peut-être gynéco, j'imagine, à un moment. Alors, médecin généraliste, gynéco, psychiatre, psychologue, thérapie de groupe sur l'anxiété. La totale. J'ai tout fait. Okay. J'ai tout fait pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Et je voyais justement dans la thérapie de l'anxiété, c'est là où je me suis demandé est-ce que j'étais bien à ma place. Bon, je sais que je suis anxieuse de nature, mais je voyais qu'il y avait des semaines où je me demandais mais qu'est-ce que je fous là? Des semaines où je me disais ah mais je suis trop à ma place. Et en fait, voilà, parce que c'était cyclique. Il y a des moments où je me sentais bien et donc, en fait, c'est ce problème, en fait, c'est pour ça qu'on avance doucement aussi dans le diagnostic. C'est parce qu'on fait des démarches quand on n'est pas bien. Donc, je vais voir le médecin, je suis déterminée, je ne me sens pas bien. Et au final, après, on va mieux. Donc, on abandonne nos démarches. Ouais, je vois. Okay, on revient et en fait, voilà, c'est un perpétuel recommencement. Et aussi, c'est le fait qu'aussi, on prend un rendez-vous, on se sent mal. Le temps qu'on ait notre rendez-vous, on est en période ovulatoire, on se sent bien. Je suis devant le médecin, il me dit qu'est-ce qu'il y a. Et en fait, moi, j'ai juste envie de faire la fête. Je suis trop motivée. Et je sais pas, en fait. Voilà. Donc, et toi, pardon, excuse-moi. Non, voilà, Okay. Et dans ton cas, du coup, c'est quelques jours avant, et à partir du moment où tu as tes règles, c'est comme tu dis, ça y est, tout va bien à nouveau. Enfin, même si bien sûr, j'imagine, il y a des nuances en fonction. On continue à avoir une vie avec des facteurs de stress, etc. Donc, c'est pas aussi linéaire que ça tout le temps. Mais moi, j'ai noté. Alors, avant, je sais pas comment c'était, mais en fait, non, c'est 2 semaines avant les règles. Moi, c'était vraiment 2 semaines avant les règles. Et vraiment, au début, je sais pas, mais au moment où j'ai réalisé et que j'ai mis les mots, j'ai remarqué et que j'ai commencé à
honnête, c'est au moment de l'ovulation. C'est vraiment c'est un interrupteur qui s'éteint au moment je sais que j'ovule. Je sais, je sens en moi. J'ai même pas besoin que mon application me le dise. Je sais que je suis en train d'ovuler. Et tout d'un coup, mon humeur chute. Bim. Ouais. Et là, c'est point de non-retour. Je ne peux plus rien faire. C'est comme si c'était la première fois que ça m'était arrivé. Et en fait, j'évolue dans un monde en gris. C'est comme si j'étais en dehors de mon corps et que je me regarde de loin et qu'une nouvelle personne a pris le contrôle de moi. Je suis là en train de me dire waouh. Donc voilà, moi, c'est vraiment 2 semaines avant. Et par contre, les derniers jours sont très à risque. Du coup, à l'arrivée de mes règles. C'est là donc où j'ai commis mes tentatives et c'est là aussi où j'ai le plus fort conflit, par exemple avec mes ex-partenaires, c'était là où vraiment c'était une grosse crise, je pleure, c'est fini et voilà. Et il y en a qui avaient du coup qui avaient commencé à voir et me dire non mais là toi tu vas avoir tes règles et et c'était vrai. Et il y en a, non, ils n'ont pas compris et du coup, on ne sait pas et voilà. Mais c'est toujours comme ça, ouais. Ok. Bon, et je pleure toujours. Alors maintenant, ça va mieux les symptômes parce que du coup, j'ai travaillé dessus, ça va mieux. Mais par contre, ce qui reste, c'est une émotion décuplée. Je pleure pour rien. Et j'ai regardé des posts sur Instagram qui disaient oui, je pleure devant une pub. Je me disais, c'est pas possible. Mais là, j'ai vraiment remarqué, j'ai regardé rien, juste parce que quelqu'un s'est pris dans les bras, j'ai commencé à pleurer. Émotion exacerbée. Ok. Alors sur la question de t'as tes règles, machin, on y reviendra plus tard. Mais du coup, comme tu parles de la vie sentimentale, c'est l'occasion pour moi de faire mon coming out de. Je ne dirais pas que j'ai un trouble dysphorique prémenstruel aussi, parce que je pense que je suis un peu dans la limite entre un syndrome prémenstruel vraiment super chiant et tu vois, potentiellement, ouais, ça pourrait être un TDPM, mais c'est vrai que parfois la limite est un peu ténue, quoi. Ouais. Et moi, j'ai capté que j'avais en tout cas un problème avec mon syndrome prémenstruel, parce qu'effectivement, je me rendais compte que parfois, des problèmes prenaient des proportions hallucinantes, que j'avais des réactions disproportionnées, que j'avais une impulsivité vraiment accrue à des moments. Et j'ai fini par faire le lien avec le fait que c'était le cycle et qu'il y a un moment du cycle où il ne faut pas que je pense il faut pas que je me lance dans des discussions importantes, ou voilà, parce qu'effectivement, il y a ce côté où on ne se reconnaît plus vraiment. Enfin, il y a une modification presque de la personnalité qui est un peu. Enfin, du coup, c'est un trouble qui est classé pas dans les troubles de la personnalité, du coup, mais dans les troubles de l'humeur, donc avec la dépression, etc. Et donc, toi, tu dirais que tu te sens la moitié du mois, tu penses que tu es une personne dépressive, l'autre moitié, tu es plutôt. Alors, oui, alors avant, complètement. Complètement, j'étais une personne, oui, puisque j'avais rien envie de faire. En fait, j'ai remarqué aussi que ça dépend des cycles, bien sûr, mais il y a des choses, comme tu l'as dit, c'est des petites choses qui, en cycle, au moment où on se sent bien dans notre cycle, on serait passé crème, qui ne pas pendant cette période. Et en fait, s'il y a un élément déclencheur, c'est pour ça que je dis que l'environnement est super important avec le TDP. Il faut vraiment arriver à contrôler, avoir le contrôle sur son environnement. Parce que s'il y a un petit élément, et comme par hasard, et en plus, il y a la paranoïa un peu avec ce trouble, mais toujours au moment de l'ovulation, une nouvelle qui tombe, bim, quelqu'un qui t'envoie un commentaire, et tu prends ça, c'est comme si là, on venait de te poignarder, et du coup, tes émotions se décuplent, et c'est foutu. Et tu tombes, tu plonges. Et moi, je remarque que mes plus grosses crises ont été déclenchées par un élément extérieur. Ouais, toujours. Donc, un commentaire de quelqu'un, une mauvaise nouvelle, voilà. Ouais. Alors justement, on a étudié un petit peu en cours le modèle de la crise suicidaire. Du coup, alors bon, comme l'image est retournée, je ne vais pas me tenter, je ne vais pas commencer à essayer de faire un tableau parce que ça ne va pas marcher. Mais en gros, tu as 3 niveaux, je ne sais pas si ça te parle, mais tu as l'état d'équilibre. Bon, ça va à peu près, il peut t'arriver des trucs chiants, mais tu peux
t'équilibrer, t'adapter à ces problèmes-là. Après, tu as une deuxième couche qui est l'état de vulnérabilité. J'ai mon casque qui tombe, c'est un peu chiant. Et ensuite, tu as l'état de crise aiguë. Et donc, c'est là que se produisent potentiellement les passages à l'acte suicidaire, quoi. Et du coup, en fait, en général, on essaie d'étudier comment ça se fait que les gens soient propulsés de l'état d'équilibre à l'état de vulnérabilité. Et à partir de là, dès que ça augmente un peu, ils risquent de se retrouver dans la phase qui est vraiment dangereuse pour eux, quoi. Et du coup, j'ai l'impression qu'avec le trouble dysphorique prémenstruel, en fait, même si les facteurs environnementaux jouent un rôle important, ça va être physiologique, le fait qu'on soit propulsé justement de cet état d'équilibre à l'état de vulnérabilité, et qui peut ensuite déraper en fait en fonction des autres facteurs de vie vers de l'automutilation ou des conduites suicidaires, quoi. Oui. Non, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Oui, pour moi, c'est incontrôlable. Et puis, on parle mais des fois, les facteurs, c'est rien, hein. Moi, ça a pu être, j'appelle ma mère, elle me dit, je te rappelle. Oui, normal. Ou quelqu'un qui répond à un message en me disant, OK, mais et moi, je le prends. Et en fait, c'est le cerveau qui commence à faire en arborescence et OK, il répond OK, il m'aime pas. En fait, j'ai fait quelque chose. De toute façon, je suis une mauvaise personne. Et du coup, on part de mauvaise personne à de toute façon, ce serait mieux si je serais plus sur Terre. Et voilà. Bam. Et après, une fois que les règles arrivent, on se dit, mais comment j'ai pu faire ça, en fait? Non, la vie, elle est trop belle, j'ai trop envie de vivre, en fait. Merci que c'est pas fonctionné. Et souvent, je dis, c'est que pour moi, c'était plus, c'est un cri à l'aide, en fait, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. Je pense que si j'avais su ce que j'avais et que j'étais à risque, etc., ce serait resté des pensées. Et comme je savais, en fait, c'est quand on a une souffrance à l'intérieur qui est invalidée, on ne sait pas d'où elle vient, on se trouve anormal. Et en fait, pour montrer la douleur qu'on a à l'intérieur de soi, on est obligé de montrer aux autres que non, en fait, je suis vraiment en train de souffrir. Et c'est le point où j'ai envie de mourir. Et même là, ça me met des frissons, mais c'est vraiment ça, en fait. Ouais. Merci en tout cas de partager ça avec moi, avec les potentielles personnes qui vont nous voir. Ouais. C'est ça, en fait. C'est si les gens avaient compris, mais en fait, on a l'impression voilà, quoi. Personne ne nous comprend. On est catégorisé comme étant feignante, tu veux pas te lever de ton lit. Moi, on m'a dit des choses horribles. Des moments où j'avais besoin où je pouvais pas aller au travail et mon ex qui me dit, tu te comportes comme ma fille de 10 ans. Non, en fait, j'essaye. Et quand on sait qu'on essaie au fond de soi-même et qu'on voit que les gens nous regardent en mode voilà, c'est une adulte, il faut aller au travail. Et voilà, ça fait mal. Bah ouais, j'imagine. Ça me fait penser à une amie qui souffrait d'endométriose. Alors, après 10 ans de lutte, elle a réussi à obtenir une hystérectomie. Voilà, qui est... bref, c'était tout un parcours pour elle, mais du coup, elle aurait bien aimé qu'il y ait des congés règles, des congés cycles menstruels, parce que c'est une maladie chronique, en fait, ça revient, c'est pas au quotidien, mais ça revient tous les mois, quoi. Et dans le cas de certaines personnes, la moitié du mois, ce qui est avec plus ou moins d'intensité, d'après ce que tu dis. Mais... Ouais. Et du coup, toi, tu disais que heureusement, ça s'était un petit peu amélioré, tes symptômes. Tu avais réussi à travailler sur tes cognitions, tes pensées. Peut-être, j'imagine, quand maintenant tu reçois des textos ou des communications qui te perturbent, qu'est-ce qui se passe du coup maintenant dans ta tête? Comment tu essaies de lutter contre ça? Déjà, ça, je l'ai travaillé, mais après des mois parce que je suis une psychothérapie comportementale, donc ça, c'est des choses qu'on a analysées. Et vraiment, je l'ai vu, pas ce cycle-là, mais le cycle d'avant, où il y a eu des éléments qui étaient censés me perturber, qui ne m'ont pas déclenché de crise, donc j'étais super contente. Et en fait, c'est un recul. Et aujourd'hui, maintenant, c'est un peu comme les accords de Toltec qui dit, il y a un accord qui dit qu'en fait, quand il y a un problème, c'est pas potentiellement toi, mais c'est potentiellement l'autre personne. Maintenant, quand je reçois des choses,
je me dis, attends, est-ce que c'est pas plutôt un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de cette personne et qu'elle projette sur moi, ou c'est moi? Et après cette question, quand je vois qu'en fait, parce que la plupart du temps, quand les gens nous attaquent, c'est parce qu'ils ont ou c'est pas c'est parce que c'est dû à eux. Parce que souvent, et aussi je reformule maintenant. Je l'ai avant, par exemple, je sais pas, une amie m'appelle et puis elle me dit je te rappelle, et j'ai l'impression qu'elle est énervée. Je vais laisser passer, je me serais posé 1000 questions. Maintenant, je ne laisse plus passer, je reprends mon téléphone, je lui dis est-ce qu'il y a eu un malaise là, ou qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème? Et là, elle me dit ah ben non, t'inquiète, c'est parce que j'ai eu un client super relou. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas toi le problème, mais la personne avec voilà. Comme le hockey, au final, le hockey, ça voulait juste dire mais j'étais occupée. Et après, la personne m'a dit ah ben non, en fait, j'étais juste occupée, mais il n'y a rien. Donc maintenant, je demande, je reformule et je ne réponds pas à chaud. Et je reformule toujours. Je dis, est-ce que c'est ce que tu as essayé de dire pour ne plus laisser de malaise? Et je demande 3 fois. Si la personne ne me répond pas, le problème n'est plus le mien, c'est le sien. J'arrête de me prendre la tête. Et rien qu'en faisant ça, j'ai une paix intérieure beaucoup mieux qu'avant, et ça me déclenche moins de crises et j'arrive à gérer tous les éléments extérieurs qui sont très agressifs pour nous, et on est à fleur de peau en fait, c'est comme si on n'avait pas de peau. Donc mettre une barrière, c'est mon anti-soleil, c'est que non, ma crème La solaire. crème solaire. Ouais, ça a l'air d'être une thérapie efficace, c'est cool. Oui, c'est précieux. Ouais, parce que j'avais lu que les 2 thérapies préconisées dans le cadre du TDPM, c'était soit de passer par la voie endocrinologique pour essayer de supprimer les effets des variations du cycle, en fait. Ou alors, sinon, si soit ça ne marche pas, soit pour X raisons, on ne peut pas prendre des pilules ou des choses comme ça, le mieux, c'est de bosser sur, c'est de faire une TCC, thérapie cognitive et comportementale, et puis de bosser sur, en fait, les symptômes, ils restent. Mais est-ce qu'on peut les diminuer, ou est-ce qu'on peut diminuer l'impact qu'ils ont sur nous en nous connaissant nous-mêmes et ce qui nous met en difficulté, quoi. Exactement, ouais. Okay. C'est ce que je suis en train de faire et c'est ce que je fais. Et ouais, et franchement, quand on se connaît, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut gérer. Les symptômes sont là, mais on les gère, on est en contrôle et ils nous atteignent plus ou moins. Et dans ta communauté, est-ce que tu sais, du coup, les personnes qui te parlent là sur TDPM et moi et qui te confient leurs histoires et leurs parcours, est-ce que tu sais si la voie endocrinologique, finalement, est-ce que ça solutionne tout est-ce qu'on se dit, ok, on va prendre la pilule à vie, sauf, jusqu'à la ménopause en tout cas, sauf si éventuellement on veut procréer, là, on s'arrête, avec aussi éventuellement, je ne sais pas si tu sais comment ça se passe pendant la grossesse avec le TDPM, parce que là, vu que c'est la teuf des hormones, j'imagine que ça doit être un peu tendu. Alors, du coup, c'est mitigé. Donc, dans la communauté, il y a des femmes, des personnes menstruées qui prennent la pilule, qui règlent leurs problèmes, mais du coup, elles ont d'autres problèmes avec les effets secondaires de la pilule. Il y a celles pour qui la pilule ne fonctionne pas du tout, qui aggravent les symptômes. Ouais. Et ensuite, il y a tout ce qui est... il y a les antidépresseurs, etc., qui fonctionnent, mais il y a toujours à se poser encore les effets secondaires. Et en fait, on revient je pense beaucoup dans la communauté au fait de se dire, mais en fait, on nous a donné ça sans nous laisser la chance de nous connaître, et de voir si on ne pouvait pas régler ça de manière naturelle. Et en fait, il y a surtout un ras-le-bol de se voir prescrire une pilule, des antidépresseurs, et puis basta. On vous donne ces 2 solutions. Si vous n'êtes pas contente, voilà, c'est que vous ne voulez pas guérir. Et donc, voilà. Et du coup, ton autre question, c'était sur la grossesse. Sur la grossesse, oui. Je ne suis pas encore maman, mais il y a beaucoup de mamans sur la page. Du coup, je suis préparée. Ok. Et c'est vrai que pendant la grossesse, tout va bien. Donc, elles ont un TDPM.
Mais Ok, beaucoup de femmes, du coup, sont sujettes au postpartum après, d'accord. avec dépression, etc. Donc, voilà, c'est la tendance quand on est enceinte. Pas de symptômes pendant la grossesse. Ensuite, après, ben, on est plus sujette au postpartum et dépression, baby blues, Hmm. etc. Ok, parce que du coup, tu sais ce qui se passe au niveau hormonal pendant la grossesse et après Je suis pas spécialiste, mais je pense que du coup, elles sont un peu endormies. Donc, ça va pour certaines femmes, hein. Par contre, il y a des femmes aussi qui ont très mal vécu, une en particulier, Hmm. qui a très mal vécu sa grossesse. Et du coup, c'était. Voilà, on peut pas. C'est un peu au cas par cas. Hmm. Mais ensuite, en fait, une fois qu'on a tout couche et que, enfin, le retour de couche et du coup des règles est très brutal parce que du Hmm. coup, on prend cette dose d'hormones qu'on n'a pas eue pendant 9 mois et du coup, c'est difficile. Et puis surtout, c'est un peu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mamans qui disent je suis heureuse quand je suis enceinte. Enfin, Hmm. voilà, limite, elles ont toujours envie d'être enceintes parce que c'est les seules fois où sur une longue durée, elles sont heureuses. Voilà, elles ont une humeur stable. Hmm. Bien sûr, il y a Moins de variations en tout cas. de la Oui. grossesse, mais en tout cas, Ouais. c'est un moment de bonheur pour elles. D'accord, ça me rassure parce que, enfin, je n'ai pas spécialement de projet de maternité, mais en tout cas, j'ai toujours pensé que j'allais péter un plomb si j'étais enceinte à cause de mon Mmh. cycle. Et j'avais même à un moment envisagé de, tu sais, faire un don d'ovocytes. Et du coup, pour ça, Oui, tu dois te faire injecter, bah, tu as une stimulation hormonale, mais alors je ne sais plus à base de quoi. Mais en tout cas, oui. je me suis dit, non, mais laisse tomber, ça va, ça va exploser là-dedans, quoi. Mais ok, donc la grossesse, finalement, c'est pas un facteur de risque quand tu as un TDPM. Ben, en tout cas, des témoignages, la plupart des femmes apprécient être enceintes. Après, j'ai quand même certains cas où ça s'est pas bien passé. Euh, mais la plupart des femmes, elles sont super heureuses Mais après, il y a le après hein, Ouais, aussi. Donc d'accord. c'est pour Ouais. ça. Mais maintenant, vu que je le sais et vu qu'on en discute, je pense que c'est en fait, ce qui fait mal, c'est quand on ne sait pas et quand on Mm. ne sait pas, quand on nous fait croire que la grossesse est un long fleuve tranquille et qu'après on aime son enfant et qu'on voilà, il vécu heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et en fait, d'entendre des femmes dire bah non, ça m'a fait voilà, enfin la réalité des choses, pas les Disney, etc. De dire bah non, il y a des moments, voilà, mon enfant, je l'aurais accroché sur le mur, mais Mm. ça, enfin, c'est la réalité en fait, il faut le Mm. dire que j'ai l'impression qu'à un moment donné, on était tous, enfin même les femmes qui l'ont vécu. Étaient toutes en fait en train de vendre un rêve alors qu'elles Mm. nous le plus important. Enfin, on ne veut pas Ouais. savoir que tout se passe bien. Non, on veut savoir les moments où tu pètes les plombs et où c'est Mm. difficile. Et Mm. du coup, c'est moins culpabilisant. Et du coup, on est préparé au fait que c'est normal. Mm. Une mauvaise mère pour autant. Ouais. Tout le monde le vit, mais peu de personnes osent le dire. On aime Mm. bien montrer voilà, les belles photos sur Instagram avec les enfants, etc. Ouais, ouais, je vois. Bah, les baby blues, de toute façon, ça a été tabou pendant très longtemps. Et on peut y être sujet même quand on n'a pas de difficulté à la base avec son cycle menstruel, quoi. Ouais. Mm. Et du coup, donc là, tu me parles de ces femmes qui partagent leur expérience avec toi. Du coup, toi, tu as été la personne qui cherche sur Doctissimo des réponses. Et maintenant, tu es un peu celle qui aide à fournir ces réponses pour d'autres personnes. Du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu Euh, de ta communauté virtuelle? oui, voilà, là, c'est vrai, hein, ouais, c'est vrai, parce que du coup, au Bah final, ouais. tellement, enfin, ouais, c'est vrai, c'est mon Doctissimo, tellement à travers tout ça. Et en fait, au fil du temps, déjà, j'ai vraiment vu et je note un changement dans les mentalités, hein. Et ça, Mm. j'ai fait une page en mai 2019. En mai 2019, j'étais la seule à parler. Donc, Mm. je parlais et j'avais l'impression d'être en face d'un mur, puisque, Ouais. enfin, il n'y avait pas trop d'interaction, mais je Entendez savais, l'écho. voilà.
Mais je savais qu'elle interagissait avec mon contenu parce qu'elle m'envoyait souvent des messages pour me dire merci. Mais voilà, il y avait encore un tabou, il y avait encore une honte. Et aujourd'hui, on dirait qu'on a lâché l'éléphant. Ok. Et qu'elles ont envie de parler, on communique, on se lâche, on dit toutes ces choses qu'on n'a jamais pu dire, on se pose toutes ces questions et puis c'est dans la bienveillance et puis voilà, on partage une expérience qu'on a vécue seule pendant tellement longtemps, donc il y a énormément de choses. Et on n'est pas médecin, mais je trouve qu'à nous toutes, au moins, on vaut un médecin. Bah, au moins ça, oui. Surtout quand on pense aux médecins qui sont passés à côté de, voilà, t'informer que tu avais un facteur de risque très important, et pas du tout, tu es reparti chez toi sans savoir, et du coup, ça t'a poussé à te faire du mal plusieurs fois de suite. Enfin, bon, les médecins, on sait que, voilà. Exactement. Mais là, du coup, tu as réussi à obtenir un suivi correct. Est-ce que tu as pu, dans certaines autres communautés de personnes qui ont besoin de soins particuliers, je sais pas, je pense à la communauté trans, par exemple, il y a un super partage d'informations sur les médecins qui sont chouettes dans le domaine, qui sont sensibilisés et pas. Comment ça se passe pour le TDPM? Alors ça, c'est voilà. Donc moi déjà, personnellement, j'ai fait un rejet de la médecine allopathique. D'accord. Donc aujourd'hui, si je vais voir un gynéco, je ne vais jamais lui parler de mon TDPM. Je vais demander les choses que j'ai besoin ou un contrôle, etc. Médecin, pareil. À part mon suivi psychologique, je n'irai pas chez un médecin pour lui parler de mon TDPM. Je me suis débrouillée toute seule, de manière naturelle, en lisant. Je pense que je vais continuer comme ça, à part si un jour vraiment je suis au bord du gouffre. Mais pour le moment, ça me va très bien parce que de toutes les manières, ça ne m'a pas aidée. J'ai été plus blessée par le milieu médical qu'autre chose. Voilà. J'ai été rabaissée. Voilà. Donc, il y a ça. Donc, moi, donc, elles parlent beaucoup, c'est vrai, entre elles. Leur suivi, c'est à dents de scie. C'est vrai que quand on souvent, elles se font diagnostiquer sur Instagram. Non, mais c'est ça. Elles découvrent, elles disent les symptômes, elles disent, mais je pense que c'est moi. Fait. Et moi, j'essaie de... Sur ça, c'est vrai que c'est pas ma spécialité parce que du coup, j'ai pas... Par contre, sur tout ce qui est holistique, oui, mais allopathique, non. Et pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait. Par contre, les choses sont en train de bouger. Du coup, je travaille d'ailleurs sur un projet sur ça. Mais pour le moment... il n'y a rien. Il n'y a pas de safe list de gynéco, médecins qui, au moins, même s'ils ne connaissent pas le TDPM, excuse-moi, je ne voulais pas te déconcentrer. ne connaissent pas le TDPM, au moins, on sait qu'on ne va pas se faire traiter de folle ou autre chose. Voilà. Et du coup, donc, j'ai l'impression qu'au-delà de l'aspect médecine, tu luttes pour l'empowerment et tu as notamment créé un journal pour essayer de mieux capter ce qui se passe pendant le cycle. C'est quoi du coup ce journal? Du coup, c'est vrai que moi je suis quelqu'un, du coup j'ai 10 millions de projets et j'aime bien être organisée. Et du coup, je m'étais acheté un bullet agenda en décembre dernier, décembre 2019. Et je me suis dit, mais c'est vraiment pas cool parce qu'en fait, il n'est pas du tout fait à ma nature cyclique. Moi, je n'ai pas besoin de voir semaine et mois. Moi, j'ai besoin de fonctionner en cycle. Moi, mon but, c'est que le premier jour de mon cycle au dernier, j'ai besoin de survivre. Mais voilà. Ouais. Et un mois, ça me dit rien, ça me parle pas. Et je fonctionne en cycle. Moi, mon année, je fonctionne qu'en cycle. C'est plus des mois, c'est des cycles. Et je me suis dit, mais ça serait bien d'avoir un outil où je puisse avoir une trace de manière cyclique, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Et aussi, parce que je suis beaucoup sur le développement personnel, et me fixer des objectifs par cycle et par mois, parce que ça ne parle pas du tout
Du coup, l'idée est venue de là. Et j'ai vraiment, du coup, voulu créer cet agenda. Enfin, j'ai créé cet agenda déjà pour moi, parce que je me suis dit, je vais créer l'agenda parfait que j'aimerais utiliser. Et ensuite, du coup, ma mission, c'était de me dire, d'autres femmes ont besoin de ça. Et voilà. Du coup, le bébé est né. Ok. Il a l'air très mignon. Je l'ai vu en photo sur ta page. Oui. Pas de baby blues dans ce cas-là. Oui, exactement. Déjà, donc du coup, je ne l'ai pas fait toute seule. Je l'ai fait avec une illustratrice graphiste qui s'appelle Roselyne Rimou. Et vraiment, l'idée, c'était que ça soit quelque chose de gai, qu'on ait envie d'ouvrir, quand on ne se sent pas bien, quelque chose de fun, quelque chose qu'on a envie de remplir. Et voilà, et du coup, c'est pour aider les personnes menstruées à mieux organiser leur vie autour de leur cycle menstruel. Et aussi, c'est apprendre à se connaître, à connaître. Là, moi, je sais que je suis arrivée à un moment où je me connais, je sais mes symptômes, je sais quand j'ovule, je sais quand mon humeur commence à chuter. Du coup, je sais quoi faire pour... Et en fait, c'est toutes ces choses qu'on ne nous a pas appris, que si on aurait su, on aurait pu, SPM, TDPM, ou tout mieux gérer, en fait. Donc, c'est se réapproprier son corps et la connaissance de son corps, et surtout de partir de la base qu'une personne menstruée, le cycle menstruel, c'est un signal de bonne santé. Si notre cycle est réglé, si on a mal au ventre, c'est pas normal. Il faut qu'on arrête de dire c'est normal, ou c'est normal que tu aies des... Mais non, c'est pas normal, il y a des solutions. Et les chercher, et voilà. Ouais, c'est ça un message important, effectivement, qu'il y a des solutions. C'est pas une fatalité. Et du coup, par exemple, si ton ou ta supérieure te dit, Priscilla, il faut qu'on fasse un bilan de compétences bientôt, est-ce que toi, tu ouvres ton agenda et tu te dis, oulala, il va falloir que ce soit avant le 12 ou après, ou tu fonctionnes concrètement un peu comme ça ou... Voilà, alors du coup, moi, je ne vais pas du coup donner cet exemple, mais souvent, et je pense que ça parlera à beaucoup de personnes qui souffrent de ça, ou même SPM, c'est que ta vie sociale empathie énormément, parce que quand tu es en zone ovulatoire, en zone minée, rouge. En phase ovulatoire, tu es super gai. Donc, moi, ma copine, elle me dit, il y a mon anniversaire. Ah, mais trop cool, bien sûr, j'y serai et tout. Mais moi, je n'ai pas de vision mentale de comment mon cycle il est avant cet agenda. Du coup, je dis oui. Mais en fait, son anniversaire, je ne me suis pas rendu compte, mais il tombe en automne, donc la période où je suis en PLS. Et finalement, j'arrive au moment et je me dis, mince, j'ai cet anniversaire. Déjà, l'angoisse monte. Et finalement, j'annule dernière minute. Et je dis, je suis bien, mais qui va dire je ne suis pas bien à cause de mes règles? Enfin, personne, voilà, ça commence. Et du coup, ma copine, elle n'est pas contente. Je fais ça une fois, deux fois, et puis finalement, voilà, et puis on n'est plus amis, et puis voilà, et puis on est catégorisé comme des personnes pas fiables, on peut pas impliquer, voilà. Donc, cet agenda, déjà, voilà, il permet ça, il permet de dire, ah non, finalement, je ne pourrais pas venir à ton anniversaire, en tout cas, je ne te promets rien, si, voilà. Ça permet de dire, voilà, ce bilan de compétences, si j'ai le choix entre deux dates, si j'ai une date en phase ovulatoire où je me sens mieux, je vais le mettre là. Parce qu'à l'anniversaire, les gens sont chiants pour décaler leurs anniversaires, je ne sais pas pourquoi. Mais... Exactement, donc là, il vaut mieux dire non. Mais voilà, si on a des projets, caler tout ça quand on se sent bien, et puis laisser vraiment sa période où on se sent mal pour des activités cocooning, quoi. Et c'est très difficile, parce que j'ai encore du mal à le faire, mais accepter qu'il y ait des moments où on ait besoin de repos. Dans une société de hyper-productivité, il faut toujours faire des choses, alors que c'est pour ça que je me bats pour dire, non, en fait, il faut arrêter. En plus, c'est les réseaux sociaux aussi qui nous font croire que les gens font tout le temps des choses, mais en fait, non, c'est quelqu'un qui se snap au moment où il est en train de manger, après il va se recoucher, et puis montre
des beaux moments et les gens ont l'impression que les gens, ils font trop plein de trucs. Mais je dis, mais si vous saviez, il y a des gens qui ne font rien. Ouais, salut. Voilà. Mais du coup, et même moi, j'ai été très anxieuse par rapport à ça. Euh, donc voilà, il faut arrêter. Et aussi, quand on va au travail, enfin, je sais pas, moi, je sais, enfin, à chaque fois, j'allais au travail, le lundi, c'était qu'est-ce que tu as fait de ton week-end? Il fallait toujours dire des trucs super cool. Et je faisais des trucs, je suis partie à tel musée, j'ai fait ça, on est parti en Italie. Et puis moi, j'étais là, bah non, j'ai rien fait, j'étais au lit. Et Pas voilà. déprimée. Ouais. Voilà. Ok. Je pense que je commence à t'avoir posé pas mal des questions que j'avais, mais je voulais au moins qu'on aborde un peu la question du sexisme, en fait, et du fait qu'on a lutté pendant des décennies pour qu'on arrête de nous dire ah, mais t'as tes règles, voilà. Enfin bref, qu'on arrête de nous réduire à nos hormones. Et en fait, à la fois, finalement, on se retrouve à l'heure actuelle à devoir réaffirmer que, si, dans certains cas ou pour certaines personnes, on est un peu dicté malheureusement par, enfin pas dicté, mais ça a une grande influence sur qui on est dans le moment présent et comment on se vit. Et du coup, moi, franchement, je t'avoue, ça me fait chier. Je sais pas quoi en penser. T'en penses quoi, toi? Alors moi, je trouve... Alors, je vois ce que tu veux dire, mais moi, du coup, c'est vrai que quand on me rencontre, et toutes les personnes qui me rencontrent, bon, c'est peut-être parce qu'aussi j'évolue dans ce milieu-là, mais mes règles régissent ma vie. Tous les mois. Tu l'assumes, tu le revendiques. Ah oui, mais moi, je rencontre quelqu'un, même d'elle, et je parle de règles. Si je suis, non, je vais avoir mes règles, ou je vais toujours parler tout de suite. Et même des fois, il y a des personnes qui me disent, mais pourquoi tu me parles de ça? Parce que c'est la vie. Maintenant, je trouve que c'est libérateur pour moi. Et aussi, il faut commencer à faire comprendre aussi aux autres, et notamment aux hommes, aux personnes sans utérus, que oui, ça affecte notre humeur et que oui, ils ont une part à jouer dans le sens où ça peut être des alliés par rapport à ça. Donc, et moi, je le vois autour de moi. Maintenant, j'ai des questions comme ça va, tu rentres en phase des personnes sans utérus ou des personnes qui me disent tu rentres dans ta phase prémenstruelle, comment tu te sens, comment ça va. Ou quand je dis j'ai mes règles, bravo, félicitations, tu vas bien, tu veux que je t'apporte. Qu'est-ce que tu fais demain? Qu'est-ce que tu fais après-demain? Faut booker là. Voilà. Et finalement, en fait, c'est comme ça que la société devrait fonctionner parce que c'est vrai, on ne peut pas mentir que nos hormones ont un impact sur nous. Et je comprends les femmes parce que je sais qu'il y a certaines femmes qui sont qui n'aiment pas du tout ce mouvement, qui sont là, oui, le congé menstruel, c'est une honte, on demande l'égalité homme-femme et finalement, on dit que, ouais, mais en fait, je sais pas, moi, c'est une réalité. Moi, il y a des jours où je peux pas aller au travail. Je pouvais pas aller au travail, c'est une réalité. Et au lieu de mentir, acceptons que les hormones jouent un rôle dans notre vie, mais faisons-en une force et pas une faiblesse. Et ça ne veut pas dire aussi, il faut qu'on revoie la productivité. Ça ne veut pas dire que si pendant 2 semaines, on est moins productive, qu'on est moins productive qu'un homme, en fait. Parce que moi, je sais que pendant mes 2 semaines où je vais bien, ma productivité, elle est à un pic et que je fais beaucoup plus de choses qu'une personne sans utérus. Donc, juste qu'on revoie ça et que quand on fait de son cycle menstruel une force et qu'on le comprend, voilà. C'est un message intéressant. Du coup, j'ai bien envie de me procurer ton bullet agenda menstruel. Parce que là, pour moi, j'ai une appli, mais bon, tu vois, tu fais du bon boulot, c'est chouette, bravo. Et tu as un sacré parcours aussi, parce que du coup, tu as connu pas mal de bas, des bas qui avaient l'air très bas. Donc, c'est chouette de pouvoir aussi apporter ce message d'espoir, d'évolution, de guérison, de rétablissement, tout ça, quoi. Exactement. C'est pas toujours facile, mais j'apprends toujours sur moi-même et voilà. Mais c'est clair que je suis pas au point de départ, quoi. Quand je regarde, je dis waouh, tout ce que j'ai. Mais il faut s'écouter et surtout, je pense qu'il faut être dans l'acceptation. Et c'est pour ça que c'est
de dire que c'est pas il faut qu'on soit en acceptation sur le fait qu'on ait des faiblesses et que ces faiblesses ne sont pas obligées d'être des faiblesses, qu'on peut les transformer en force. Cool. Bah, je trouve que c'est un bon mot de la fin, mais n'hésite pas si tu as envie de rajouter un message ou une annonce ou quoi que ce soit. Non, merci de m'avoir invitée et merci de du coup parler du trouble dysphorique prémenstruel. Avec plaisir. Parce que je pense que là, on vient à un moment où énormément de femmes se rendent compte qu'elles souffrent de ça ou en tout cas qu'elles ont des SPM sévères et en parler. Eh ben, parlons-en. Puis, bah, du coup, ton compte, je rappelle, je mettrai le lien, mais c'est TDPM et moi. Et puis, bah, si des gens ont envie de commenter et de partager leur expérience, ils sont bien sûr les bienvenus. Bah, merci encore. Hein. Okay. Franchement, c'était cool. Merci Lou. Oui, c'était super cool de te voir en vrai. Bah ouais, carrément. Bonne continuation dans tous tes projets fabuleux. Merci, toi aussi. Et puis voilà. À bientôt. Et à bientôt.